C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, Goma, ville morte à l'appel de la société civile et de mouvements citoyens. Objectif, protester contre l'insécurité. La manifestation organisée pour l'occasion a été entachée de violence. Le bilan fait état d'au moins 4 morts, 2 policiers, 2 manifestants. On fera le point dans un instant. En Guinée, les victimes du père de l'indépendance, Ahmed Sékou Touré, font entendre leur voix. Le pouvoir militaire a annoncé sa décision de rebaptiser l'aéroport de Conakry du nom de l'ancien dictateur. Mais les défenseurs des droits de l'homme demandent aux autorités de revenir en arrière. La correspondance à Conakry dans ce journal. Et à la fin de cette édition, nous irons à Saint-Louis. Notre correspondant à Dakar s'y est rendu pour tenter de nous apporter les secrets du téboudienne, plat et fierté nationale au Sénégal, désormais inscrit au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. La recette à suivre à la fin de ce journal. Une énième journée pour protester contre l'insécurité à Goma. C'était ville morte aujourd'hui dans cette ville de l'Est de la République démocratique du Congo, à l'appel de la société civile et de mouvements citoyens. Des protestataires qui mettent en garde également contre une éventuelle présence de la police rwandaise sur le sol congolais. La manifestation contre les violences ce lundi a fait au moins 4 morts. Wassim Cornet. Il voulait une ville morte. Foule dans les rues, pneus enflammés et pierres posées en travers de la chaussée. Les manifestants ont réussi à paralyser Goma ce lundi. Une action coup de poing, signe du ras-le-bol que ressentent les habitants face à la montée de violence dans la région. La population a manifesté contre les tueries, les vols, les phénomènes 40 voleurs. Nous sommes pauvres et en même temps on nous tue. Nous sommes pauvres et en même temps on nous vole. Nous sommes pauvres et en même temps on nous kidnappe. C'est le Nord Kivu tout entier qui est visé par cette vague de violence. Il y a quelques jours à peine, 3 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans des braquages à Goma. Cette journée ville morte, c'était aussi l'occasion pour les manifestants de montrer leur colère face à des rumeurs de présence de policiers rwandais dans la ville. Nous rappelons à nos autorités que ce n'est pas la fin. Aussi longtemps qu'on n'aura pas la paix, aussi longtemps qu'on n'aura pas la sécurité, aussi longtemps qu'ils vont essayer de faire appeler, de faire arriver dans notre pays les policiers rwandais, nous allons nous y opposer farouchement. Ces rumeurs font suite à un mémorandum d'entente signé il y a une semaine par les polices congolaises et rwandaises pour une meilleure coopération transfrontalière. Mais ce lundi, les autorités congolaises ont fermement démenti toute présence rwandaise sur le sol congolais. D'aucuns auraient aperçu à Goma des policiers rwandais, et je ne sais par quelle magie, si ce n'est par l'imagination fertile des esprits mal intentionnés destinés à instrumentaliser la jeunesse. Plus tôt ce mois-ci, Kigali avait fait appel à son voisin ougandais, qui a envoyé 1700 soldats pour affronter un groupe rebelle affilié au groupe État islamique. 5 années supplémentaires en prison pour Alaa Abdel Fattah, figure centrale de la révolte de 2011 en Égypte, déjà en détention depuis 7 ans. L'homme vient d'être condamné par un tribunal d'exception du Caire pour diffusion de fausses informations. Etanaji. La peur est là, mais la résistance est là aussi. Il a passé l'essentiel de cette dernière décennie dans les geôles égyptiennes. Alaa Abdel Fattah, surnommé parfois l'icône de la révolution de 2011, a été condamné à 5 ans d'emprisonnement. Une peine excessivement lourde, jugent ses proches, pour un simple tweet relayé en 2019, dénonçant les conditions de détention en Égypte. J'avais 24 ans quand mon frère a été jeté derrière les barreaux. J'en ai aujourd'hui 35. Allah est en prison depuis 2013. Lorsqu'il a été condamné la première fois à 5 ans d'emprisonnement, je ne pensais pas qu'il allait purger toute sa peine. Ensuite, après ces 5 années, notre espoir était de le voir enfin libre. Un scénario peu probable, car l'activiste n'a aucune possibilité de faire appel du verdict. Il a été condamné sous le régime de la loi antiterroriste. Tout comme 2 autres militants qui écopent de 4 ans de prison pour les mêmes charges. Condamné déjà en 2013 pour participation à une manifestation illégale, Alaa Abdel Fattah était en détention provisoire depuis plus de 2 ans, à l'isolement total et en dépression, assurent ses proches. Mon fils n'a pas accès à des livres, à la radio ou même à une montre. Il ne peut pas sortir de sa cellule pour aller marcher, sauf lorsqu'il a des visites.
Moi, je ne compte pas rester silencieuse. Je continuerai de trouver des moyens de pression, au moins pour améliorer ses conditions de détention. Sous couvert de maintenir la stabilité du pays, le régime d'Al-Sisi mènerait, selon les ONG, une répression tout azimut contre les opposants et les défenseurs des droits de l'homme. D'après ces organisations, l'Égypte compterait aujourd'hui plus de 60 000 détenus d'opinion. Cette polémique en Guinée, alors que la junte au pouvoir a décidé de rebaptiser l'aéroport de la capitale Conakry du nom du père de l'indépendance, Ahmed Sékou Touré, ses victimes s'y opposent. Des défenseurs des droits de l'homme demandent au pouvoir militaire de revenir sur cette annonce au nom des milliers de victimes de l'ancien président. Les précisions de notre correspondant Malik Diakité. Partout à Conakry et sur les réseaux sociaux, ce décret du président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya, continue d'alimenter les débats. L'attribution du nom de l'aéroport à Ahmed Sékou Touré rappelle de vieilles blessures chez les associations des victimes du régime de Sékou qui refusent que l'aéroport porte son nom. Pour les victimes du Kambouaro, la célèbre prison du régime de Sékou, cette décision du colonel Mamadi Doumbouya doit être annulée. Sékou Touré a tué nos parents. Sékou Touré a mené des Guinéens à l'exil. Sékou Touré a fait perdre à beaucoup de jeunes leur jeunesse. Nos familles ont été dispersées. Nous avons perdu nos frères. Notre malheur, c'est Sékou Touré. Si l'aéroport porte le nom de Sékou Touré, quelque part, nous allons continuer à ne pas vivre comme les autres Guinéens. Chez les partisans du premier président guinéen, c'est la fête. Pour eux, la mémoire du père de l'indépendance doit être honorée et grandie. Ils estiment que c'est une justice qui a été rendue. Le décret est du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. On ne peut pas remettre en cause. En réalité, ça ne se discute pas, ça ne se commente pas. Donc on est obligé de l'accepter tel et d'en être fier. On avait forcément besoin de cela. Que l'aéroport porte le nom du président Ahmed Sékou Touré, qui est d'ailleurs la vitrine de la République de Guinée, c'est tout à fait normal. Les associations des victimes entendent saisir la justice pour faire annuler cette décision du colonel Mamadi Doumbouya. Pour eux, le régime d'Ahmed Sékou Touré est responsable de la mort ou de la disparition de 50 000 personnes. Au Burundi, la commission Vérité-Réconciliation, qui a présenté le rapport de ses activités devant le Parlement, a qualifié la crise de 1972-1973 de génocide contre les Hutus, ethnie majoritaire dans le pays. Le président de la commission a indiqué que 692 fosses communes ont été répertoriées, seuls 190 ont été explorées. Plus de 19 800 restes humains ont été découverts. Les avis sont toutefois partagés sur la commission. Écoutez. Nous avons accueilli le rapport de la commission Vérité et Réconciliation avec beaucoup de satisfaction. Parce que enfin, les Burundais savent la vérité. Et lorsque on connaît la vérité, dans un pays qui a connu beaucoup de crises, nous considérons que c'est maintenant le début de la réconciliation nationale véritable. Le génocide rentre dans la catégorie des infractions liées aux crimes internationaux. Les crimes internationaux, alors, pour la qualification, il y a toute une procédure comme ce sont des crimes dont la compétence dépasse même le territoire national. Donc, il s'impose que la communauté internationale soit engagée pour qualifier le crime de génocide. Au Gabon, un ancien entraîneur de football accusé d'agression sexuelle sur des centaines d'enfants, Patrick Assoumou Eyi, entraînait l'équipe nationale des moins de 17 ans. Il a été arrêté lundi à Ntoum, à environ 40 km de la capitale Libreville. Il est actuellement entre les mains de la police. Et on en vient à ce reportage pour vous donner l'eau à la bouche. Je vous emmène au Sénégal où le téboudienne, plat national composé de riz, de poisson, est inscrit au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Pour l'occasion, notre correspondant Eliman Dao s'est rendu à Saint-Louis, au nord du Sénégal, berceau du plat, à la recherche de son secret culinaire. Salam alaikum. C'est dans cette petite épicerie du quartier de Bango à Saint-Louis que Fatou Kiné a l'habitude de faire son marché. Et pour préparer un bon tchéboudienne, cette mère de famille mise sur des légumes frais, choux, carottes, navets, tomates, mais surtout... Ce poisson a été pêché à l'instant. C'est un mulet. Il est idéal pour le riz au poisson.
Fatou Kiné a laissé mijoter son tchébouyen pas moins de 2 heures. Pour l'assaisonnement, une sauce tomate épicée pour donner un goût encore plus particulier au plat. Cette mère de 3 enfants a appris à préparer ce plat à l'âge de 12 ans. Le tchéboudienne est un plat spécial pour moi. C'est celui que j'offre à mes plus grands invités. Je le prépare toujours avec un grand enthousiasme. Le tchéboudienne se mange au Sénégal en famille autour d'un grand plat, à la cuillère ou à la main. L'inscription du plat national au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO est accueillie ici avec une très grande fierté. C'est une très bonne nouvelle. J'en suis ravi. Mais je m'y attendais un peu, car la façon dont on prépare le riz au Sénégal est unique au monde. À Saint-Louis, la consécration du riz au poisson est perçue comme un tremplin pour la relance du tourisme local, miné par le Covid-19. Le tchéboudienne est aujourd'hui devenu un produit touristique. Et ça nous permet de renforcer et de promouvoir la destination du Sénégal. On va travailler avec les acteurs culturels, le cinéma, le théâtre, la musique, etc. pour faire un ensemble d'œuvres qui vont contribuer à la promotion de ce plat. Après le tchéboudienne, le Sénégal étudie la possibilité d'inscrire à l'UNESCO d'autres éléments de son patrimoine, parmi lesquels des danses, styles de musique et sports traditionnels. Cette bonne nouvelle, notre correspondant en Centrafrique, Clément Diroma, a remporté le prix Jeune de la Fondation Varenne pour son reportage « La prolifique saison des chenilles », un reportage sur la récolte des chenilles pour les manger et les vendre, une manne financière et nutritive pour une population qui souffre d'insécurité alimentaire. Je vous propose de regarder un extrait de ce reportage. Aux premières lueurs du jour, l'éveil de la nature, au cœur des mythiques forêts de l'Alobaï, dans le sud de la République centrafricaine. L'heure pour Charles, un enseignant, de partir pour une excursion pas comme les autres, à la chasse aux chenilles. Après quelques mètres, Charles rencontre ses enfants d'un village proche. Ils ont trouvé un endroit où les insectes tant convoités dans ces forêts abondent. Quand tu le vois ici, bon, tu prends. Mais ce jour-là, pas de chance. Charles et les enfants doivent se contenter d'une maigre récolte. Dans l'Alobaï, la saison des chenilles est très attendue chaque année. Elle représente une importante manne financière. Il faut que je parte en forêt pour trouver des chenilles et les vendre et avoir de l'argent pour ma famille. Après la cueillette, Charles marche quelques kilomètres jusqu'à la ville de Mbata, abritant au cœur de la forêt le plus grand marché de la région. Les marchands de Bangui amènent les chenilles à Bangui et revendent sur le marché de Bangui. Les marchands de la capitale achètent ces insectes par centaines de kilos. Charles se rend chez Priska, la cuisinière la plus réputée du village. De l'huile, quelques oignons pour l'assaisonnement. La recette est simple, mais nécessite un savoir-faire. Pendant un mois, pour répondre à la demande, Priska cuisine les makongos plusieurs fois par jour. On ne s'arrête pas de manger des chenilles parce que c'est bon pour la famille avec des vitamines qu'on ne trouve pas ailleurs. En quelques secondes seulement, la première assiette est engloutie. Merci maman. Merci maman. Merci maman. Rendez-vous la saison prochaine pour manger de nouveau des chenilles fraîches. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.